Bien sûr, il y a eu une période dite de croissance, mais pas seulement en France, mais dans l'Europe. Mais ce qui est intéressant, c'est de remarquer que cette croissance en France a été plus importante qu'ailleurs. Un des points qui est important, c'est pourquoi elle était plus importante qu'ailleurs. Une des raisons, en tout cas qui me viennent à l'esprit, et que je pense être fondamentale, c'est que cette période très particulière de réduction du temps de travail a été une période de forte croissance de la demande de services. On peut y revenir quand on analyse les choses plus sectorielles, dans le tourisme, dans la formation. La création d'emplois a été particulièrement puissante. J'arrête là. Sur cette incidence, je vois que le temps va très vite. Alors, je voudrais peut-être conclure. On fera un troisième point après. Je voudrais conclure sur les choses suivantes. C'est que comment dirais-je, ce que j'appelle l'impasse du système industriel, c'est une impasse du lien entre l'innovation de produits, donc l'innovation de produits industriels, la croissance et l'emploi. Il y a à travers cette relation une impasse qui est absolument essentielle de comprendre et donc de trouver les ressorts pour s'en dégager. Pour s'en dégager, il me semble qu'il faut s'intéresser aux conditions dans lesquelles opèrent les logiques d'innovation servicielle et considérer que l'innovation servicielle positionne le travail dans un rapport complètement renouvelé. En d'autres termes, la question de l'innovation servicielle pose la question du travail, c'est-à-dire le retour de l'expérience du travail, comme une question essentielle pour être en capacité d'innover en matière de service. Le dernier point sur lequel j'aimerais insister, mais je ne vais pas le traiter là, c'est que si cette proposition est justifiée et juste, comme un peu les points centrales sur lesquels il faut réfléchir et agir autrement, alors cela signifie que la place des activités de service au regard des activités manufacturières doit être transformée. Qu'il faut trouver un avenir à l'industrie, c'est-à-dire aux activités manufacturières, renouvelées vis-à-vis des activités de service. En d'autres termes, il faut trouver les moyens dans lesquels l'industrie se transforme en logique ou dynamique de service, et par là même redonne au travail une place centrale dans l'innovation. Voilà, je vais m'arrêter là. Eh bien, écoutez, je dirais que c'est le moyen par lequel on va le réinviter, parce qu'il n'a pas fini. C'est assez adroit, donc comme on dit à la télé, mais vous allez bien revenir, monsieur Duterre. Vous avez tellement de choses à nous dire. Au-delà de la plaisanterie, je crois que c'est nécessaire. Tu avais annoncé 3 points, tu n'as pu en traiter que 2. Je pense que c'est bien qu'on s'arrête à cela, parce qu'en soi, ils méritent des échanges, et donc je pense qu'on peut déjà décider que pour la prochaine séance, tu termineras ce que tu avais annoncé, et donc on fera le 3e point, qui en lui-même est un sujet, je pense, qui méritera qu'on s'y intéresse. Voilà, alors maintenant nous avons du temps, c'est fait pour revenir sur tout ça, et je vous invite bien écoutez, à intervenir, réagir, prendre la parole. Je vais me lever pour donner le micro si c'est nécessaire. Alors on a besoin du micro parce qu'on enregistre, et normalement, dès demain matin, vous serez tous sur le câble pour ceux qui auront montré leur tête à la télévision qui est là, ou en tout cas au micro. Voilà, alors qui veut bien commencer par une première question? C'est le premier qui est le plus difficile, mais c'est très important parce qu'après il y en a un deuxième. Qui commence? Alors je vous demanderai en même temps de vous présenter. Bonjour, Manuel Zaclade, professeur au CNAM. Bonjour Christian, et merci pour cet exposé. Écoute, bon, c'est sur un aspect simplement de ce que tu décris, bon, qui est bien sûr tout à fait... bon, c'est assez saisissant, enfin, ces oppositions que tu montres, mais je me demande si ça se joue uniquement dans une opposition entre industrie et service, et s'il n'y a pas des manières de faire de l'industrie, disons, si tu veux, qui, elles aussi, permettraient d'échapper à cette fatalité, quoi, d'accroissement d'automatisation, de destruction d'emplois et autres. Hein. C'est-à-dire que il y a aussi dans le champ de la production de biens artefactuels, mais comme tu le dis toi-même, hein, la possibilité que ces artefacts soient plus riches d'un point de vue symbolique et autres,
sans relever nécessairement du service, c'est-à-dire d'une coproduction. Tu vois, par exemple, si on va vers des biens très singuliers, bon, par exemple, c'est souvent l'exemple du marché du vin, des très bons vins. Hein, bon, je veux dire, le travail de l'agriculteur qui va travailler sa terre pour améliorer la vie et tout ça, c'est pas vraiment un travail serviciel, hein, c'est un travail assez traditionnel du point de vue de l'agriculture. Alors bien sûr, il va donc doter son vin de propriétés immatérielles, et puis ça va se retrouver dans... Mais son travail, ça reste quand même un travail, tu vois, au sens traditionnel du terme. Et donc on pourrait trouver la même chose dans toute une série de biens de qualité qu'on pourrait effectuer là aussi sans être dans une dépendance, tu vois, interactive forte vis-à-vis du client, mais qui là aussi pourrait avoir des enjeux du point de vue de l'emploi moins destructeurs et un peu différents. Donc voilà, donc, si tu veux, à la fois je trouve ça très intéressant, tout à fait bien sûr important cette prise en compte du service, mais je me dis, pour sortir de ces éléments de crise que tu évoques, il y a peut-être d'autres voies, tout en restant dans le champ de l'industrie, donc moi j'ai appelé relevant de l'accroissement de singularisation, si tu veux, des biens. Je pense que ce n'est pas tout à fait les mêmes mécanismes, quoi. Voilà. Je propose qu'on regroupe des questions s'il y en a plusieurs, sinon l'un dit l'autre. Alors, je ne sais pas si je vais jusque-là. Est-ce que Bon, c'est pas grave, sinon. Non, c'est par rapport à... Ah oui. Ça sera mieux. Bonsoir, Stéphane Deschantres, je suis doctorant à l'ESCP. Bonsoir Christian. Ma question, elle était plutôt relative à aussi une perspective historique. Le constat que tu dresses, autant que je sache, il a aussi eu des échos dans la littérature fin des années 80, milieu des années 90. Je pense en particulier aux travaux du CERC sur l'indicateur de performance globale, au rapport Ribou sur la productivité globale dans l'entreprise, et à d'autres travaux qui ont suivi. Et donc, moi, j'ai pas ce recul. Qu'est-ce qui ferait que ce constat, si on partage bien que c'est un constat qui va dans le même sens que celui que tu dresses, il le fait encore 20 ans après. D'autres questions? Alors, est-ce que si les innovations technologiques si permettent... là. Mais si, regarde. Ah, c'est merveilleux, je sais même pas. Non, simplement, c'est des Jean-Marie Bergère, donc ancien dirigeant d'Astrée, il fait un certain nombre de choses. Simple des précisions par rapport à ce que tu as dit, qui est effectivement très, très saisissant. Il y a un thème que tu n'as pas abordé dans l'industrie, dont on parle beaucoup et qui était un peu au cœur du rapport gallois et de tout ça, qui est la montée en gamme. L'idée que si dans les produits des artefacts industriels, on va vers le luxe, la haute qualité, l'intégration de services à ces produits, mais ça va changer les choses. On n'est plus dans ce que tu décrivais du cercle qui n'est pas vertueux, où la productivité détruit les emplois, mais au contraire, on peut accéder à des choses. Est-ce que là-dessus, il y a des choses à dire? Et puis une deuxième chose où je n'ai retrouvé à aucun moment une distinction que, en tant que praticien, travailler avec les directs, avec les conseils régionaux, etc., dans le développement économique, on retrouve tout le temps, qui est la distinction entre les services à l'industrie et les services à la personne. Qu'est-ce que, dans ce que tu décrivais en termes de services, il me semblait qu'on était quand même beaucoup service à l'individu. Voilà. Est-ce qu'il y a la même logique, notamment en matière d'innovation, lorsqu'on est dans les services à la personne, qui sont aussi, lorsqu'on regarde les chiffres en région, je me souviens bien, qui était un secteur sur lequel on voyait beaucoup d'évolutions positives. Répondre à cette première salve de questions. Oui. Alors, bon, je vais prendre finalement dans l'ordre de commencer par Manuel et Jean-Marie, puis voilà. Après, l'opposition industrie-service, tu as tout à fait raison de la reprendre au sens où, comment dirais-je, ce que j'appelle l'économie servicielle, derrière cette innovation servicielle, c'est en fait une dynamique économique qui peut s'appliquer aussi bien au secteur de service qu'au secteur industriel. J'y reviens après. C'est une dynamique économique, c'est une logique économique. Simplement, pour pouvoir
comprendre les ressorts de cette dynamique, il a fallu s'intéresser à la spécificité des services, notamment des services relationnels et matériels, c'est-à-dire pour revenir sur des différences majeures entre les activités, cette fois-ci de services, et les activités manufacturières, de production d'artefacts indépendants. Parce que c'est en regardant les formes du travail, les conditions dans lesquelles le travail est mobilisé, donc la façon dont le travail crée de la valeur dans ces situations particulières, que l'on comprend qu'il y a des différences. J'en prends juste 2 ou 3. Par exemple, dans les activités de service, toute activité de service, qu'elle soit dans un secteur de service ou dans un secteur industriel, toute activité de service provoque des logiques de coproduction entre le prestataire et le bénéficiaire. Les activités manufacturières, dans les ateliers de production industrielle, il n'y a pas de coproduction. La production, elle se fait dans le rapport à la technologie, dans le rapport à la hiérarchie, mais il n'y a pas de coproduction avec le client final. Première différence. Deuxième différence, quand on réalise une activité de service, cette activité de service, elle conduit à quelque chose d'instable toujours dans la qualité, compte tenu de l'engagement des prestataires et l'instabilité du résultat du service. Et on ne peut pas revenir en arrière. Donc une fois que la qualité ne correspond pas à la qualité attendue, on n'est pas en capacité, on peut dédommager, on peut s'excuser, on peut faire ce qu'on veut, mais on ne peut pas revenir en arrière. Si ton train arrive 2 heures, 1 heure en retard, même 2 minutes en retard, tu rates l'avion à cause de ça, c'est raté. Et tout ce qu'il y avait derrière, c'est raté. Si tu arrives 2 heures après le début de la conférence, ou 1 heure après l'avant, c'est raté. Et tout ce qui s'y joue, c'est raté. Voilà. En d'autres termes, à partir du moment où il y a quelque chose qui est défectueux dans la question de service, on ne veut pas revenir en arrière. Dans le produit, si cette montre a une défection, on va revenir en arrière, on va la réparer, puis on te la redonne dans l'usage qui était l'usage premier. Donc il y a des effets comme ça temporels, d'irréversibilité dans les services qu'il n'y a pas dans l'activité manufacturière. Il n'y a pas de gestion de stock. La gestion de stock, qui est un élément important du monde industriel, il n'y a pas de gestion de stock dans les services. Dans une activité de service, ce qui va faire établir un lien entre l'offre et la demande, c'est en fait des logiques temporelles. C'est-à-dire on va faire des files d'attente, on ne va pas te servir tout de suite, on va te faire attendre. Alors soit tu attends chez toi en disant le rendez-vous chez le médecin c'est dans 3 mois, soit tu attends à la queue devant le guichet, mais tu attends. C'est des logiques de file d'attente pour réguler les logiques d'offre et de demande. Dans l'industrie, tu as toutes les logiques de stock intermédiaire qui permettent de réguler ces demandes. Dans les services, il n'y a pas de droit de propriété, tu n'as pas d'échange de droit de propriété. Dans les services, il n'y a pas d'échange de droit de propriété, il n'y a pas quelque chose que dans l'industrie, dans les activités manufacturières, y compris dans les activités de qualité. Donc il y a toute une série de distinctions, comme ça, je ne vais pas toutes les reprendre, mais toute une série de distinctions qui montrent que le travail n'est pas mobilisé de la même manière, que les conditions de création de la valeur ne sont pas les mêmes, mais donc derrière, les contraintes ne sont pas les mêmes. Et ça a à voir avec la question de l'innovation. Ça va avoir sur la forme que prend l'innovation. Une logique d'innovation industrielle, elle va faire fi des formes de coopération issues du travail. Très peu s'intéresser à la question de l'expérience du travail. Absolument très peu. Une logique servicielle, au contraire, ça va être un point central. Alors ça, c'est un point de distinction entre les activités manufacturières et les activités de service. Maintenant, en termes de secteur, en termes d'entreprise, tu peux avoir des logiques, cette fois-ci, des logiques, des formes d'engagement, des compréhensions des logiques de développement, qui peuvent être, par exemple, conduire à l'industrialisation des services. Moi, je n'ai pas cessé de connaître ça. Quand je me suis intéressé à la Poste, je me suis confronté à l'industrialisation de la Poste. Quand je me suis intéressé aux banques, c'est l'industrialisation des banques. Qu'est-ce que ça veut dire, l'industrialisation? Ça veut dire que les logiques industrielles, les logiques manufacturières, celles que je viens de t'indiquer avant, elles vont s'appliquer dans des situations de travail qui n'en relèvent pas, mais vont quand même s'appliquer.